Bienvenue dans le Jardin des Sources, un lieu où la pensée s'invite à de nombreux questionnements, loin des certitudes qui conditionnent les hommes à l'exil d'eux-mêmes. Ici, nous cherchons, nous interrogeons, nous écoutons. Car penser, c'est revenir aux sources, celles du langage, de l'expérience, du doute, de l'émerveillement. Animé par un échange entre Pierre et Hugo, un binôme justifié par une curiosité naturelle pour la vie des hommes, ainsi qu'une sincère amitié. Si vous voulez participer à l'émission en nous soumettant vos questionnements, c'est possible. Il suffit pour cela de nous contacter par mail ou via nos réseaux qui se trouvent en description du podcast. Nous tenterons d'intégrer vos questions en fonction de leur pertinence contextuelle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Poussez la porte, le Jardin des Sources vous attend. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7, il me semble, du Jardin des Sources. La fois précédente, on avait reçu Gaylor et je voulais faire un petit retour d'ailleurs sur cet épisode. On a eu des problèmes techniques, donc le micro n'avait pas pris, c'est son téléphone, parce que les micros sont raccordés au téléphone et du coup ça avait fait une prise d'ensemble, le téléphone étant posé sur la table, donc on a eu une sale qualité de son, c'était pas voulu, c'était pas inconscient comme certains pourraient dire, et pas de volonté de lui couper la parole. En tout cas, j'ai retravaillé en post-production de façon à ce qu'on s'en rende pas particulièrement compte, et en tout cas, on remercie bien Gaylor pour sa participation, et on espère que ce ne sera pas la seule. Donc à tous nos nombreux fans et auditeurs, on vous souhaite la bienvenue quand vous le voulez. Et encore une fois, si vous êtes trop timide pour faire ce pas-là, vous pouvez tout de même nous recommander des réflexions ou des questions par mail en description. Ou, de mille et une façons, voilà. En tout cas, avant d'attaquer cet épisode, déjà, je voulais te demander comment ça allait, Pierre. Ça va ? Ça va, très bien, très bien. T'as la forme ce matin ? Oui, ce matin, j'ai la forme. Parfait. Moi, je suis un petit peu fatigué, c'est vrai que j'ai peu dormi, donc je vais donner le meilleur de moi-même aujourd'hui, c'est-à-dire pas grand-chose, comme pourrait dire Pierre. Sera-ce suffisant ? On verra. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur un courrier des lecteurs, une question qui avait été posée il y a déjà plus de 3 semaines, je pense. Et j'avais pas trouvé les conditions pour pouvoir soumettre ce courrier. Donc aujourd'hui, on est un peu plus libre. Voilà, il n'y a pas d'invité. Enfin bref. Donc je vais me permettre de le lire. Et je ne sais plus si son auditeur voulait que je le nomme parce que c'est pas signé. Donc et il restera anonyme le temps en tout cas de relever son courrier. Donc j'embraye. Bonjour Hugo, bonjour Pierre. J'aimerais connaître l'avis de Pierre sur la gémellité dans la perspective d'être soi. En effet, René Zazot, un des plus grands spécialistes du XXe siècle de la question gémellaire, ne s'est pas seulement intéressé au sujet pour des raisons pédopsychiatriques ou pédiatriques, mais a réellement approfondi son travail dans une perspective philosophique de comment s'incarne l'être à travers cette singularité et par corollaire a tenté de comprendre de manière générale la construction d'une identité. Ma question se décompose donc sur plusieurs aspects et paramètres, à savoir: les jumeaux ont-ils un avantage ou désavantage à se matérialiser dans l'existence, dans une dualité qui fait partie de leur essence ? Comme le dit Zazot, les jumeaux ne sont pas un couple exclusif, mais bien un couple excessif. Car c'est le seul type de couple construit dès la naissance chez les sapiens. En effet, comment gérer l'être soit dans ce cadre de la double identité, à savoir l'identité de ce duo marginal, mais aussi sa propre identité personnelle au-delà du couple. Voilà, en gros, c'est l'être en soi dans la complexité du rapport de la dualité entre jumeaux. Quel est ton avis là-dessus, Pierre ? Eh bien, ce qui serait très intéressant que ce garçon puisse aller à la source de sa question. Et ma question à moi serait: pourquoi une telle question ? C'est-à-dire, il y a le présupposé qu'il a déjà une réponse qui est induite. Et que ça se sent. Et la question qui est intéressante dans sa question, c'est aussi celle du regard, qui est quand même quelque chose de fondamental. Mais on ne peut pas dire que ça n'existe pas. C'est-à-dire, on peut avoir des idées sur la gémellité, mais je veux dire,
l'absence, c'est celui qui regarde. Comment on regarde la somme de ces deux individus distincts? Est-ce qu'on les regarde comme des jumeaux ou comme des personnes distinctes? Parce que dans le fond, dans le genre humain, des gens qui sont proches physiquement et qui se ressemblent, on connaît ça. C'est-à-dire ça. On est tous issus de la même source, je dirais. Mais dans ce que ce garçon, dans sa question, il y a quelque chose, un présupposé d'une volonté de la gémilité, d'une certaine manière, si elle appartient à un fait génétique. Et c'est ce présupposé du fait génétique que je trouve passionnant, mais ça demanderait beaucoup de discussions. Mais c'est intéressant parce que précisément, il y a cette centralité du regard sur l'existant. C'est-à-dire comment je me vois et comment je me vois extérieur à moi. C'est-à-dire la question qui lui paraît, lui, essentielle, c'est la gémilité. Et l'appartenance, en fin de compte, la ressemblance, la proximité. Et je trouve que ce qui est important, c'est pas ça, c'est l'extérieur de soi et l'intérieur de soi. Où son regard vous porte. À être familier par rapport à une interprétation du réel, ou devenir le familier du regard que l'on a pour soi, et quelle est pour soi cette gémilité qui vit en soi. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'innocence dans la question qu'il pose, mais la chose étant tout de même qu'il n'a pas choisi le fait d'avoir des jumeaux. Non. Donc, il y a quand même plus d'innocence potentiellement dans la perspective qu'il a de regarder ses enfants que dans celle de dire j'observe mon enfant, que ce soit une fille ou un garçon, devenir ce que je voudrais qu'il soit. Ouais. Là, c'est plus le regard, c'est quand même quelque chose que la vie lui a imposé en quelque sorte. Et il l'observe avec, toi tu dis, une intention tout de même. Oui, mais cette intention, pour moi, n'est pas un péché. C'est-à-dire, il n'y a pas la question de l'innocence. C'est très intéressant de mettre en situation la question de l'innocence ou de la culpabilité. Moi, je trouve ça intéressant. Donc, ce qui est l'approche, dans le fond, c'est que il y a une suspicion de la question elle-même comme réponse déguisée de quelque chose dont on a la réponse. Alors, on pourrait dire, si on a la réponse, pourquoi poser la question? Et là, il y a une intentionnalité dans la question. Et cette intentionnalité, elle tombe bien, c'est pas tellement sur la gémilité, parce que ça peut se porter sur beaucoup d'autres choses. Mais la question, c'est la question de l'extérieur de soi ou de l'intérieur de soi. L'extérieur de soi comme exil de soi. Et là, la ressemblance n'est pas forcément, dans la gémilité, une disparition des individualités dans le couple, dans le duo, disons. Ça peut être un fait qui n'est pas si fondamental que ça. Ils vont pas, par mimétisme, forcément, devenir ce qu'est l'autre, de sorte qu'ils seront deux en un. Oui. Mais tu ne par contre... Tu ne penses pas qu'il y ait la possibilité d'avoir des doutes quant au fait d'être soi, par rapport au fait qu'on ait une forme de miroir sur certains aspects tout de même, parce qu'il y a une part du caractère qui se partage, il y a quand même des attributs génétiques, et qui font que ça peut soulever la question de l'authenticité en soi. Oui, mais tu poses la question fondamentale de la génétique qui peut prévaloir sur le destin des individus, comme si le vivant était une sélection. Sélection, ça peut être ça, devenir ça, si est déterminé dans la génétique, bien une prévalence d'une race sur une autre. Ça peut, pour certaines personnes, ils peuvent penser des choses comme ça. C'est-à-dire la prévalence du génétique. Ça peut se discuter, c'est vrai. C'est-à-dire parler d'intentionnalité, on parle d'une intention, donc qui est un terme très, très médiéval, et je pourrais en reparler d'ailleurs sur les acceptions de l'être chez Aristote,
c'est vrai que ça a donné naissance au thomisme et à toute la spiritualité. Je le mets entre guillemets, hein. Toute la puissance médiévale qui s'est servie énormément de la pensée, à travers cette idée d'Aristote, je dirais, qui aussi a donné toute la philosophie de la fin du 19e et au 20e, l'existentialisme, etc. Donc ça va très loin, ce regard, je dirais, réducteur de l'être, parce que c'est utiliser l'être avec l'intention de le réduire à un événement génétique. C'est-à-dire, dans le fond, une fatalité. Donc, tu ne crois pas qu'il existe une forme de fatalité tout de même, que des choses nous soient imposées à l'échelle naturelle? Si, mais je crois qu'elle pose la question tout le temps, qui est la même question. C'est l'être et le non-être. Être soi ou être à l'extérieur de soi. C'est la question de l'éducation, de la réalité émotionnelle, etc. Et toi, ce que tu as voulu faire suite à la lecture de ce courrier, c'est plutôt essayer de comprendre l'observateur plutôt que les observer. Et ce que tu essayais de soulever, enfin, je fais une petite sortie, hein, c'est d'essayer d'analyser par la forme exprimée ce que ça pouvait dire de la personne qui parlait, non pas des observés. Et que ça ne concernait que les jumeaux à l'échelle individuelle ou de binôme. Parce que c'est toujours la même question. Pourquoi cette question-là ? Dans le fond, je dis à cet ami qui nous a écrit, je lui dis, et quel est ton regard sur toi-même ? Et pas les jumeaux, c'est peut-être pas une question, puisqu'est-ce que tu auras une réponse sur le mystère de la gémellité ? S'il pose la question, c'est que c'est difficile à traiter. Mais la vraie question, c'est comment on regarde, parce que comment on regarde ne peut être dissocié de comment on se regarde. Et là, ce regard sur soi, de mon point de vue, est un regard qui a des conséquences énormes. Et je dirais que l'intentionnalité, c'est cette réalité-là, de dire tout ce qui se passe dans la modification du regard que j'ai sur moi, de l'intériorité de moi ou de l'extériorité de moi, va être construit. C'est pas un hasard génétique, c'est une construction, même si elle est à l'intérieur d'une génétique, qui veut dire, je dirais ce que disait Mallarmé, qu'est-ce que cela veut dire ? Et notre lien à la génétique, donc, est quelque chose de fondamental. Mais, je dirais, la génétique va nous porter à faire l'expérience de notre dénuement, de notre pauvreté, généralement, quelles que soient les situations. Et je dirais, c'est une situation de vie qui reste un mystère, bien entendu, mais ce dont on peut parler, c'est notre condition de vie. Elle est forcément une condition d'appauvrissement de soi. Et on le voit avec le temps qui passe, plus on vieillit et plus on perd de choses. C'est la perte de ces choses qui peuvent être d'ailleurs l'existence de l'être dans l'être, puisque la chose est très recherchée pendant la jeunesse pour se protéger des expériences de l'enfance, alors que dans le temps, cette chose va nous échapper. Comment va-t-on l'accueillir ? Et je pense que dans le fond, cette question de notre ami m'amène à dire il y a deux pays, deux visions, deux chemins et deux cultures en soi. C'est l'extérieur de soi ou l'intérieur de soi. Et l'extérieur de soi, c'est quand on est rompu, je dirais, à la perte de soi à travers l'imitation du schéma que nos parents ont choisi pour nous, eh bien, on va choisir le non-être, cette réduction de l'être à la chose. Et ça veut dire qu'on va tout miser sur l'extérieur de soi, d'où l'importance centrale de trouver sa ressource en l'autre et chez les autres, que ce soit des idéaux, ou que ce soit ce qu'on appelle aimer, l'amour, qui est remarquable parce que évidemment, il ne se présente pas d'une manière il est très particulièrement masqué. Et là, il y a une intentionnalité de choisir dans la relation une compensation à ce manque et de choisir celui qui va être sa ressource
étant donné son désespoir, souvent, qui est né du non-être, sa ressource, ça va être toujours recommencer dans la recherche de l'autre comme ressource pour soi, ce qui ne peut pas être une réalité qui existe, puisque c'est la désertion de soi qui crée la souffrance et la solitude. Et quel que soit l'objet que l'on choisit chez l'autre, on pense que c'est un secours, mais on choisira exprès, je dirais, à travers notre énergie personnelle, celui ou celle qui va nous tuer, parce qu'on veut éteindre en soi la source de la souffrance, qui est la relation oedipienne, je dirais, qui est dans le fait qu'on soit dans l'injonction de devenir quelqu'un d'autre que soi. Et c'est fondamental, ce devenir quelqu'un d'autre que soi. On appelle ça l'éducation. L'objet sera soumis à la vision et à la puissance de celui qui vous éduque, en disant « tu n'es pas bien comme tu es, tu seras bien si tu deviens ce que je te dis que tu dois être ». Et tu ne penses pas que, pour en revenir à la question initiale sur les jumeaux, la façon de se percevoir a un impact du fait qu'on ait un double physique, au moins, notamment, et sur le plan du caractère? Tu penses pas que ça, c'est un impact? Tu penses que ça n'a pas d'impact? Si on ne les regarde pas comme des jumeaux. Voilà, toi tu penses que... Je pense qu'il y a des individualités qui prévaut sur la dualité, c'est-à-dire on peut disparaître dans l'autre, c'est une gémellité créée par tout ce dont je te parlais, mais le but, c'est la disparition de soi dans la souffrance de soi dans l'être. Et quelque chose... Oui, parce qu'il y a une gémellité au-delà de l'aspect génétique, c'est ça que tu veux soulever, c'est dans le fait de reproduire un schéma parental, par exemple. L'imitation. Ou on va revenir aux fans de Johnny. Oui. Et finalement, il y a des sosies et des jumeaux, ils font tout pour lui ressembler. Oui. Et il y a une disparition dans une volonté qui n'est pas d'ordre génétique, mais purement psychologique. Oui. Donc finalement, une expérience émotionnelle, parce que psychologique, on a l'impression que c'est remonté au cerveau. Et ce n'est qu'accessoire, la remontée au cerveau. Je dirais que c'est une conséquence, un symptôme. La vérité, c'est l'interdit d'être soi. Et que l'éducation, c'est l'injonction d'être quelqu'un d'autre que soi. Là se trouvent les deux chemins. Celui de l'être en soi qui nous fait naître à nous, et l'interdire de soi qui fait qu'on doit, par imitation, devenir quelqu'un d'autre à travers ces deux fonctions que je dirais pathologiques, sont la fonction cérébrale, tu connais bien mon point de vue, et la fonction génitale. La fonction cérébrale qui est la disparition de l'intelligence par le mécanisme du cerveau, et la fonction génitale qui est l'exclusion de la sexualité dans la relation à l'autre, puisqu'une véritable expression du corps amoureux vous met en situation de dépendre de l'autre par la fragilisation dans l'être, qui va être la grande question de l'impossibilité de vivre ou de ne vivre d'une manière à se guérir de l'être par le non-être, c'est-à-dire la réduction à l'objet. C'est l'imitation, c'est l'influence, le déterminisme, c'est être l'objet attendu, qui fait qu'on a une expérience émotionnelle très forte dans l'enfance. Le coût qu'il y a à être soi. Et toute notre réalité, c'est de composer une autre histoire, un autre chemin, un autre décor, qui va favoriser cet exil de soi pour exister dans l'imitation, dans quelque chose d'extérieur à soi. On peut appeler ça le sentiment amoureux. On va choisir l'objet en l'autre, qui va être présenté comme sa ressource, et qui est un objet qui va favoriser l'exclusion et l'exil de soi. On va appeler ça peut-être l'amour, mais on va pas aller très bien. Parce que, je veux dire, la réalité de l'être, il est en soi. Il n'est pas recherché dans le monde et dans les autres une solution pour sa détresse personnelle. Elle est à l'origine, la source est dans cette relation émotionnellement très puissante qui va exister entre un enfant et ses parents. Tu penses que dans un binôme de jumeaux, si
La ressource nécessaire pour se protéger de la violence du monde, ça peut être d'accentuer la volonté d'être jumeau, d'être dans un mimétisme, pour faire disparaître l'être en soi. Oui. Potentiellement, ça peut être ça, quoi. Oui, alors qu'on pourrait penser que la génétique est un élément fondamental. Mais cette gémellité, elle est partout, tout le temps, dans l'exil de soi, ce qu'on appelle l'éducation, et dans la réduction de l'être à l'objet, c'est-à-dire on parlait de l'imitation, mais c'est la norme, être dans la norme, passer des diplômes, être configuré comme il faut, Ça se sent dans le monde politique, par exemple. Ils sont tous conformistes. Et ça n'a plus rien à voir avec le vivant. Il n'y a aucune fragilité. Si on voyait un homme politique, tout d'un coup, dire « je souffre, je vis mal ça », on se dirait « mais c'est quoi ?» C'est des Martiens qui débarquent. Eh bien, cette gémellité dont tu parlais, la voilà. C'est la disparition de soi, ou l'existence de soi dans l'exil de soi à travers la norme. On devient comme on veut qu'on soit. Et là, il y a les injonctions sociales, économiques, etc., qui sont évidentes depuis Aristote. Aristote disait l'accumulation tue l'oikos, c'est-à-dire la communauté. L'accumulation, et ça reste vrai, l'accumulation et la rémunération de l'accumulation aussi. Mais ça peut s'exprimer dans les échanges, ce qui est le fait de l'économie, c'est vrai. Mais dans la réalité dont parle notre ami Gemeller, elle est extraordinairement prégnante en ce sens qu'on peut tout à fait, comme quand un homme veut changer de corps tellement il est mal dans son corps à lui, devenir quelqu'un qu'on n'est pas. On ne peut pas l'empêcher, mais la gémellité, c'est cette disparition de la différence. Or, quand ça se présente chez des jumeaux, ils sont fondamentalement différents, sauf si on les regarde comme étant semblables, ce qui fait comme individualité, ils disparaissent au profit de la fusion, je dirais, des identités. Parce que ce qui détermine l'être en soi, c'est un ensemble d'expériences qui détermine la structure émotionnelle. Oui. Bon, après, il y a quand même en fait, ils peuvent avoir des compétences équivalentes, des formes équivalentes. Des formes équivalentes. Voilà. Mais c'est pas essentiel. Il y a un documentaire sur Netflix là, que j'ai regardé il y a pas si longtemps que ça, et je suis tombé dessus un peu par hasard. C'est l'histoire d'un mec qui va à l'université dans les années 80 ou 70 aux États-Unis et qui découvre que tout le monde l'appelle par un autre prénom et lui tape sur l'épaule. Finalement, il se rend compte qu'il a un jumeau qu'il ignorait. Et lui, il a été adopté, son frère aussi. Ça passe dans le journal parce que c'est un peu hors du commun. Et finalement, il y en a un troisième qui passe un coup de fil en disant « Mais attendez, j'ai vu mes doubles à la télé. » Et du coup, ils se rendent compte que ce sont des triplés. Ouais. Et puis, ça va plus loin que ça, c'est qu'ils ont été séparés de force à la naissance. Oui. Et ils ont été mis pour faire une expérience sociale chez une famille pauvre, chez une famille riche, chez une famille moyenne, modeste. Et qu'en fait, depuis leur naissance jusqu'à 12, 13, 14 ans, des scientifiques venaient faire des expériences sociales sur eux pour voir quels étaient le degré d'équivalence dans les comportements. Ouais. Bon, comme c'est une étude qui porte pas en elle une forme d'éthique, on va pas se le cacher, une fois que ça a été mis au goût du jour, de toute façon, ils ont abandonné, ils n'ont jamais donné leurs conclusions. On a découvert qu'il y avait quand même un certain nombre de jumeaux qui avaient été comme ça, séparés à la naissance. Je me rappelle plus du nom de l'étude en tant que telle. Et quand ils se sont découverts, jumeaux triplés, ils ont fait tous les plateaux de télé, ils avaient les mêmes fringues, ils croisaient les jambes de la même manière, ils aimaient les mêmes femmes, ils fumaient les mêmes clopes. Bon, là, il y avait une justification finalement de la génétique, d'une prévalence génétique sur la définition de l'être en soi, parce que déterminée par des regards extérieurs et différents l'un envers l'autre. Et puis, le temps a passé et un des trois a mis fin à ses jours. Parce qu'il portait en lui, je pense encore une fois, une forme de fardeau génétique. Puisque forcément, quand une mère abandonne des triplés, c'est qu'elle les abandonne dans des conditions particulières. Généralement, elle n'a pas la capacité de s'en occuper parce qu'elle vient d'un certain cadre. Et elle portait forcément en elle donc un passif psychiatrique. Et la schizophrénie ou la bipolarité sont quand même des phénomènes aussi qui se transmettent tout de même, sur l'aspect génétique. Donc il y en a un des trois qui s'est ôté la vie. Et puis les deux autres ont finalement décidé d'arrêter de jouer ce cirque-là, parce que c'est ce qui les avait aussi déterminés.
Une grande partie de leur vie, c'est d'être des triplés. Ils avaient monté un restaurant ensemble, bref. Et finalement, ils ont établi, ils se sont regardés un peu, ils ont pris un peu de recul, et ils ont bien voulu concéder, s'être rendus coupables d'avoir été déterminés par le regard de la planète entière, qui avait fait d'eux donc les fameux triplés les plus célèbres. Et finalement, les projecteurs avaient été placés sur quelques points communs qu'ils possédaient, sans jamais mettre en lumière les différentes distinctions, et notamment sur le plan des caractères. Alors après, qu'est-ce qui a déterminé que le troisième se suicide? Est-ce que c'était un impact fondamentalement génétique? Est-ce que c'était une problématique personnelle de l'être en soi, dans l'incarnation? On le sait pas, mais en tout cas, il y a quand même une distinction fondamentale. Il y en a un qui se suicide et les autres qui vivent. Donc Oui. la gémellité s'arrête là. Oui. Oui. Voilà. Et je ne sais plus comment s'appelle ce documentaire, mais on pourrait le conseiller à notre ami. Tout à fait. C'est aussi ce qui me semble important, c'est la prévalence dans la structure émotionnelle. Et ça veut dire que nous sommes très déterminés par nos émotions. Plus, on peut le penser. On ressent quelque chose à travers une expérience particulière. L'intentionnalité telle que j'en parlais, ça a été le grand enjeu de la pensée antique et de la pensée postérieure. C'est-à-dire le cérébral, c'est ce qui m'a amené à voir le cérébral comme une perversion dans l'être. C'est que c'est la volonté de puissance qui a une dialectique, et cette dialectique, ça va être celle de la raison, et de penser que la nature, c'est la raison, et la raison, c'est la nature. Quitter le giron des dieux, disaient les anciens. C'est-à-dire, on peut quand même penser qu'il y a une grande question dans l'être qui demande à être présentée, et ça va être fait, je t'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la question de l'être, telle que Brentano va la réactualiser, c'était celle de la foi, etc., de la religion, et celle de tout le Moyen-Âge dans la pensée universitaire. Ce n'est que les successeurs, je dirais, du monde grec, qui a été très assimilé par le monde chrétien dans sa naissance. Je parlerai du concile de Nicée, dans le fond, qui est en 330. C'est le commencement de la puissance chrétienne à l'intérieur de l'Empire constantinien. C'est dire que cette relation, eh bien, des idées, d'une intention de puissance et d'une volonté de puissance qui se réalise. Et je veux dire, il n'y a rien de plus religieux que ça. C'est-à-dire, quand tu regardes aujourd'hui le religieux, il y a toujours une bombe ou un fusil qui les suit, et on peut parler de religieux. Moi, je pense plutôt à des mafieux. Mais c'était valable pour toutes les religions. La religion est le prétexte de domination vis-à-vis de quelqu'un qu'on va réduire à n'être qu'une imperfection et un pécheur au regard de Dieu. Et c'est vrai qu'on va parler beaucoup de Dieu comme s'il en était Dieu. Tous les conflits, la relation, y compris médiévale, va être de cette violence-là. Parce que la vision de Dieu est toujours dans la notion de la force, cher Aguilor. Oui. Alors que pour toi, la vision de Dieu en elle-même, c'est la pauvreté. La pauvreté, l'humilité, et c'est les béatitudes. Enfin, c'est écrit quand même. Hein. Je n'invente rien, mais il n'y a pas... Si l'on croit que Jésus est l'humanité de Dieu sur terre, on pourrait dire de Jésus de toute façon qu'il n'a rien de quelqu'un de puissant. Il l'était un peu par les miracles pour attester que ce qu'il disait était vrai, mais par contre, en lui-même, il était extrêmement pauvre de tout et dépossédé de tout. C'est intéressant ça parce que ça a été une question que je me suis posée longtemps. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec le père de Lubac, qui était considéré en mon temps, je dis en mon temps, comme un théologien important, qui était surtout un homme charmant et adorable. Et il m'avait dit, vous savez, la grande question théologique, c'est pas la présence de Dieu, c'est l'absence de Dieu. Et l'absence dans cette dimension d'attention de Dieu
à la souffrance des hommes, on peut dire qu'on comprend tout de suite qu'il n'est pas présent, en tous les cas comme on aimerait qu'il soit présent. Mais je pense que cette demande est vraie, mais que l'absence, elle est valable pour tout être humain. Pourquoi trouve-t-on normal, dans la relation à l'autre dont je parlais quand je parlais du non-être, il y ait une absence de soi? Parce que l'être réduit à la chose en nous libère de cette structure émotionnelle qui a été en situation de souffrir durant notre enfance. On a expérimenté le coût qu'il y avait à être, c'est un enfant, et à être fragile. Et dans la domination, on va la préférer pour se protéger, et malgré la violence qui en fait partie, ça va nous protéger de la fragilité insoutenable de l'être. Parce qu'on a expérimenté le coût qu'il y avait à être soi. Et que l'étranger qu'on devient par rapport à soi, et on va profiter de toutes les situations, y compris le choix amoureux, qui est celui qui vous tue, pour se protéger, justement, du coup qu'il y a à être soi. Soi. Tu as raison. Et quand on regarde toute l'histoire, tout va se composer à travers, non pas une intelligence, on se dit toujours détenteur de la vérité, mais je veux dire une rationalité. Et tous les courants extraordinaires, celui du médiéval, il y a eu l'importance des franciscains et des dominicains, va être totalement perverti et tout de suite par rapport à une réalité économique qui est qu'il fallait protéger les intérêts de chacun et des groupes qui vous mettaient en situation de privilège. Donc le grand ennemi de l'histoire, c'est la fragilité de l'homme dans l'être. Le grand ennemi, c'est l'enfant, c'est l'innocence. Donc c'est pour ça que le premier sacrifié va être soi, parce que on ne peut pas se dissocier dans l'être, donc on va s'épouser dans le non-être. Et le non-être, c'est le déterminisme, c'est-à-dire être ce qu'on a tant qu'on soit, être quelqu'un d'autre que soi, mais de conforme à l'identité sociale, à l'identité politique, à l'identité économique, à quelque chose de cet ordre-là. Bon, être dans le conformisme, ça, on sait comment faire. Mais comment être dans l'être, justement? Quelles sont les activités qui nous rapprochent de nous-mêmes? Il y a beaucoup la création. Je pense qu'il faut énormément se méfier du relationnel. Il est quasiment toujours ce que l'on va chercher dans le réel qui va nous empêcher d'être nous-mêmes. Après, on va dire, ça marche pas, ce type il est moche, moi je suis gna. Il va y avoir tous ces conflits incessants, mais parce que ça pose la question de se présenter comme une victime, alors même que je crois à l'intentionnalité. Dans la réalité, on va choisir ce qui nous protège et choisir celui qui va vous regarder comme comme un corps, je dirais, avec le corps du délit, ce que j'appelle, c'est-à-dire dans cette expression de réduction de soi au génital, le plus souvent, eh bien, c'est un choix personnel. Et on ne le retrouve que quand même très faiblement dans la création, où, dans la création, le seul regard prégnant qui soit, c'est justement celui qui nous regarde, nous. On se regarde dans l'intime de soi, et ce regard dans l'intime de soi, c'est l'intérieur de soi, alors que toutes les pathologies, c'est regarder à l'extérieur. Que ce soit une opinion politique ou un choix amoureux, c'est pareil. C'est regarder les autres, regarder à l'extérieur de soi un monde qui nous concerne pas du tout, si on est soucieux d'être à l'intérieur et d'être à ce que Saint-Augustin appelait l'intime plus intime que l'intime de soi. En somme, l'acte créatif, c'est réussir à extraire de soi le regard que l'on porte sur soi, sur le monde, bref, notre regard, quelle que soit la direction qu'il prend, et réussir sans le corrompre à, non pas l'extérioriser, pas le faire sortir de soi son regard, hein, mais pouvoir le présenter à d'autres, et finalement c'est ça. Donc comment dire, ça remet en question totalement la fonction même de l'art contemporain, j'imagine, qui est celle de dire il n'y a pas de regard d'autre que le vôtre. Ouais. Finalement, il n'y a pas d'extériorisation de l'intérieur de soi.
C'est un petit peu... Qu'est-ce que t'en penses, toi, de l'art contemporain ? Et ça dépend. Picasso était considéré comme l'art contemporain à son époque. Et il a quand même une capacité créative. Mais dans le fond, et ce qui est prégnant, c'est en lui cette espèce de puissance créatrice. Et je crois qu'elle se distingue parce qu'elle n'est pas relationnelle, ou faiblement, ne pas l'être du tout, ça me semble difficile. Elle est faiblement... Il y a d'abord la prévalence de l'être en soi. Et quand on fait de la musique, tu connais un peu, Hugo, la musique, et des choses, on sent qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de corrupteur, parce que c'est toute la totalité de soi dans cette expression-là. Pourtant, la musique, l'art est corruptible. Oui, c'est pour ça que je ne dis pas que ça l'est en totalité. Mais je pense que quand tu es à l'intérieur de ton acte créatif, toi, tu fais le travail qu'il faut, tu essaies d'intégrer une discipline, mais personne te dit ce qu'il faut être ou ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je dis il est faiblement relationnel, et en sens, il est une reconnaissance quand même, une source de naissance, parce que il est de se regarder digne dans ses dons et dans ses talents. Et déjà, c'est la grande exploration de soi-même qui est fondamentale. Et on reconnaît dans la naissance de soi, ce regard sur soi. On en a parlé au sujet des dons et des talents qu'on peut saboter ô combien, je suis bien placé pour le savoir, et que l'on ne s'autorise pas à être soi et à naître en soi-même. Moi, je l'ai vécu, tu l'as expliqué l'autre fois, mais je l'ai vécu d'une manière évidente. Et dans le fond, on peut l'analyser, c'est vrai. C'est la condition de la relation. La condition de la relation, c'est la mutilation de soi dans l'être. C'est la condition relationnelle. Or, quand tu es derrière ta batterie, Hugo, tu es tout seul, quasiment. Je dis pas que c'est total, mais quasiment. Tu es de compte à rendre qu'à toi-même, au travail que tu effectues, pour devenir meilleur, à la joie personnelle que tu trouves à parler de toi et à être toi. Donc, je veux dire, c'est une réduction drastique de la présence de l'autre dans cette injonction d'être quelqu'un d'autre que soi. Au contraire, c'est complètement soi, et personne ne va rentrer de cette manière-là en tous les cas. Donc, je pense que le relationnel comme finalité est souvent un pathologique, oedipien. Et tu ne penses pas qu'il peut y avoir du relationnel dans l'acte créatif ? Que l'on règle ses comptes, que l'on essaye de convenir. C'est-à-dire que des artistes, ils se distinguent par leur originalité. C'est-à-dire qu'on va parler des Stones, c'est pas des grands techniciens, mais la différence, c'est qu'il n'existe qu'un groupe des Rolling Stones. Et après, il existe des centaines d'ersatz de Rolling Stones qui vont copier le style, et donc on sait très bien que ça n'ira nulle part. Et c'est pas parce que la musique en elle-même n'est pas bonne, c'est parce que l'on sait sincèrement que ce n'est pas le fruit du regard de l'artiste qui produit son œuvre, c'est la copie du regard des artistes dont ils sont inspirés. Mais je pense que tu as raison, c'est pour ça que je n'exclus pas totalement l'idée de représentation, qui est l'idée d'objet aussi. Tu vas avoir des concerts, tu es fasciné par le fait d'être connu, de représenter quelque chose. C'est pareil que le relationnel. Donc je ne parle pas d'exclusion du relationnel, mais je parle d'un espace où tu es seul dans l'intimité de toi et que personne ne vient violer si tu n'acceptes pas de ne pas l'être. Et c'est parce qu'il manifeste ce regard et cette manière de te traiter toi-même qu'il est un chemin vers une forme de naissance de soi et de liberté de soi. C'est parce qu'il est ta permission. Alors si on veut se choisir un amoureux qui va vous faire des choses pas sympas du tout, c'est des conflits relationnels, il y a l'intention de se détruire et de se tuer pour s'aider à ne pas être soi, et on le choisit pour ça. C'est différent. Quand tu choisis sur le chemin de la naissance de soi dans le temps, à travers les dons et les talents qui sont le tien, sur le cheminement, tout ça va te transformer petit à petit. Bon, il peut y avoir une intention de réussite vis-à-vis des autres. On revient dans cette utilisation de l'être par rapport au non-être qui doit prévaloir. C'est-à-dire une façon de se détruire ou de disparaître.
Dans le non-être, donc dans l'ambition, la volonté de puissance et la violence. Dans le non-être, il y a une fonction centrale de fonctionnalité. Oui, tu as raison. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est pour ça que l'obéissance, c'est répondre à une fonction le plus souvent, dans la norme. La fonction, c'est la norme. Représentativité. Voilà. On n'a pas cette liberté qu'on a dans l'être, on se laisse le temps de mûrir à travers ses dons, ses talents. Ça me rappelle une ex, c'était une Polonaise, et je faisais de la musique, et bon, ils viennent d'une époque plus rugueuse. Eux, pour eux, la chute du mur, ça s'est pas forcément très bien passé, ça a été la crise pendant longtemps. Donc ça a laissé des stigmates, notamment la génération d'avant, sur leurs enfants, donc cette fameuse Polonaise. Et elle me dit, mais tu fais de la musique? Ouais, je dis oui. Alors, elle aime bien Chopin, forcément. Mais elle me dit, et tu gagnes ta vie avec ça? Et je dis non, je fais de la musique pour le plaisir. Ouais. Et elle m'avait répondu, mais à quoi ça sert? C'est extraordinaire. Ouais. Là, je m'étais dit, là, on est totalement dans l'esprit de normes et de fonctionnalité, dans une idée, un esprit de survie. Ouais, tu vois, parce que pendant trop longtemps, on n'avait pas à manger. Du coup, l'idée de laisser la place à l'expression de l'être en soi, c'est inconceptualisable pour des gens qui ont vécu, qui dès la naissance ont connu la misère, en fait. Oui. Pour des gens pour qui la notion d'innocence est exclue du vocabulaire. Bien sûr, voilà. C'est très vrai. Et dans le fond, elle-même savait qu'elle n'existait aux yeux des hommes, je voudrais pas être méchant, mais peut-être à tes propres yeux, que comme un corps. C'est vrai qu'elle était pas mal. Donc c'est bien l'objet. Donc la pauvreté, c'est insuffisant d'une certaine manière. C'est la pauvreté, oui, de ne pas être dans ce travail social et économique de représentation qui est la disparition de soi, oui. Mais la pauvreté, ça peut générer un sentiment de servitude épouvantable. S'il est une misère, tu n'as plus la possibilité d'être non plus. C'est pour ça que une certaine pauvreté personnelle qui fait que on choisit le chemin qui va nous faire naître à l'intérieur de soi à travers ses talents et ses dons, oui. Une pauvreté situationnelle où tu as à vivre, et ce qui a existé la plupart du temps, parce qu'on peut être conditionné par l'économie et les conditions sociales d'aujourd'hui, mais elle est incomparablement plus riche qu'elle n'a été dans l'histoire, où la vraie misère, c'était l'absence totale d'une... On n'était rien, quoi, à ses propres yeux et aux yeux des autres. Ce qu'aurait pu être amené une forme de religieux, c'était le fait qu'on était quelqu'un de central, alors même qu'on est dans ce rien que l'on croit. Mais ça a été l'objet on était considéré comme un objet qui appartenait à une volonté cléricale, souvent, vers la puissance et l'enrichissement. Mais donc, développer ses dons et ses talents pour rester dans l'être, persévérer dans l'être. Mais comment les reconnaître, déjà? Comment reconnaître ses dons et ses talents? Oui, tu penses qu'ils sont innés, il y a de l'inné, de l'acquis? Comment on fait? Comment est-ce qu'on fait? C'est quoi je veux dire, on ne les reconnaît pas. C'est même pas une question, comment on fait. Dès qu'on pose la question de comment on fait, c'est qu'on est sur un chemin où ils vont se présenter à toi. Et toi, le plus souvent, je veux dire, c'est le premier sacrifice de soi, du refus et de l'exil de soi, ça va être de les ignorer totalement. Moi, je suis rien, je suis bon à rien, j'ai pas de don, j'ai pas de talent. Ou de pas les cultiver, surtout pas les cultiver. Alors on revient à la vision psychanalytique, parce que ne pas être dans ce rien, c'est les conditions de la relation qui nous abaissent en élevant l'autre qui se sent élevé par le fait que nos ressentis et nos émotions dépendent de sa puissance à lui. C'est le père, c'est la mère. Dans la discussion, on n'en a pas parlé encore, mais de la loi du père et la fusion maternelle et du rapport qu'il peut y avoir, qui a été étudié par Dolto et Lacan, c'est que c'est la loi du père quand elle est dans ce questionnement des dons qui appartiennent à ses enfants et de leur promotion,
qui va nous sortir, nous libérer de la fusion maternelle qui a été nécessaire à un moment donné pour grandir. Elle est nécessaire, elle est une loi naturelle. Alors une loi naturelle, si elle n'est pas conditionnée par l'idée du rationnel, comme elle a été chez Descartes, Spinoza, que j'aime beaucoup, mais enfin, il était très, très habité par cette vision antique que la réalité elle a une histoire de raison. La réalité, c'est la raison. Et donc, on voit que ça va être immédiatement lié d'une manière incontestable que la croissance de l'enfant à travers le système scolaire, qui est extrêmement politisé, c'est pas un scoop, mais ça va être tu posais la fonctionnalité et la norme, le rapport à la norme. Il faut devenir quelqu'un. En plus, c'est bien vu, on appelle ça l'éducation, le système éducatif, etc. Donc on sent très très bien que la source, c'est de conformer l'être à l'intérêt politique, des convoitises économiques, etc. C'est un peu un autre sujet. Mais il est prégnant, c'est-à-dire la puissance, c'est aussi l'argent. Et je veux dire, l'être, il peut faire chier tout le monde, si je me permets d'être grossier. C'est-à-dire, il vient mettre une priorité, quand t'es enfant, c'est ça, à une dimension de toi-même qui n'intéresse absolument personne, quand tout le monde te regarde dans une idée de formation à l'objet que tu dois être, pour convenir à l'intérêt de chacun et à la puissance de chacun. C'est ça, la vérité. On présente ça comme l'école, l'éducation, le savoir, etc. Personnellement d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai jamais conçu l'ambition d'être un professeur à l'intérieur du système scolaire, même pas à l'intérieur de l'université. Ça ne m'a jamais intéressé, alors que ça aurait pu se faire facilement. Mais j'ai aimé cette relation avec des gens qui ne convenaient pas à un système de sélection et de satisfaction de l'intérêt, et qui restaient ou dans la violence, dans la contestation sociale. Ça, c'est ta justification vertueuse, mais n'existait-il pas une part de sabotage en toi, dans le fait que tu aurais pu poursuivre ? Elle était essentielle. Ouais. C'est-à-dire, la condition de la relation à ma mère, c'était de ne pas être l'objet de son désir à elle, mais de pouvoir... Le fait que je pense que si j'avais été représentatif, j'aurais comblé son désir, et que je ne voulais pas être cet objet-là. J'ai préféré être un objet de scandale, en étant plutôt dans une errance personnelle et un cheminement personnel, au moins libéré du désir qu'avait ma mère et de ce qu'elle projetait pour moi. Mais déterminé d'une autre manière. Oui. Déterminé dans la colère. Tu as raison. De te venger de ce qu'elle aurait voulu que tu sois. C'est toujours une détermination. Par rapport au regard de l'autre. Je suis tout à fait de ton avis. On est quand même perdant, mais au moins les deux perdent. Oui, oui, c'est vrai. Mais on n'est pas plus aliéné qu'au moment où on pense qu'on se libère si on n'est pas l'objet de son désir. Oui. Tu as complètement raison. Mais il y a des moments où on peut sentir qu'on est soi, dans une forme de liberté par rapport à ce qu'on veut qu'on soit dans l'objet. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui sont dans une volonté d'exprimer leur don, et qui le font d'une certaine manière déjà, mais qui font preuve eux-mêmes de sabotage? Ils iront pas jusqu'au bout, justifiant d'un manque de temps prétendu, d'un manque de volonté, non pas de réussite, mais la justification de la réussite justement comme une aliénation, alors que simplement faire ce qu'ils aiment leur permettrait d'être plus heureux. Comment on peut les aiguiller, si on peut, bien sûr. Oui, le mieux c'est de ne pas avoir la prétention d'aiguiller quelqu'un quand on est handicapé par rapport au fait de s'aiguiller soi-même. Si tu veux, si on peut... C'est ça la tentation. C'est toujours le pouvoir et la puissance, et de se distinguer des autres en ayant les réponses là où tout le monde est ignorant. Tu veux dire comme les influenceurs? Oui, mais c'est il me semble, un renouvellement constant.
Regarde les politiques, ils savent tout sur tout. Il n'y a que des certitudes. Alors je t'en parlais, Hugo, il n'y a pas si longtemps, où je te disais ce que pouvait avoir d'extraordinaire la maïeutique socratique, maïeutique voulant dire accouchement de soi, c'est-à-dire l'homme le plus ignorant est celui qui pense qu'il ne l'est pas. Mais on est au centre dans ce que tu dis. Comment avoir la prétention d'être une lumière pour soi-même alors qu'on a tellement de mal à être une lumière pour soi? Et dans le fond, tu as posé la question qui est la plus intéressante. Tu regardes quelqu'un et tu conseilles quelqu'un, tu sors de toi-même. Je veux dire, que dans ta vie, tu n'aies pas l'idée même d'être une lumière pour les autres, mais l'idée d'en être une pour toi-même, et qu'il y ait ce rapport à toi, il est central. Sinon, tu vas regarder les autres, tu vas regarder le monde, ce sera toujours une manière de t'ignorer toi-même et d'être dans le fond dans l'erreur, parce que c'est une prétention d'avoir une vérité à dire à l'autre, c'est une prétention qui elle-même se discrédite d'elle-même. On est autant dans l'erreur de prétendre que l'on peut aider les autres que de prétendre que les autres nous aient sauvés de nous-mêmes. Voilà, je suis bien de ton avis. Comme un mari qui pourrait dire que sa femme l'a sauvé, sans faire de référence à personne, ni à l'épisode précédent. Oui. Elle se reconnaîtra, ou il se reconnaîtra, pardon. On lui passe le bonjour quand même. On lui passe le bonjour parce qu'on l'aime quand même. Oui. Il a le droit, comme nous, de se tromper. C'est vrai. Mais c'est très intéressant de penser que la solution et le salut se trouvent en dehors de soi. Alors même que c'est toujours la construction de sa perte, de la perte de soi, et qu'on le recherche grâce à ça, à cause de ça. On ne le recherche pas pour être soi, ou pour naître à soi, ou pour être heureux. On le recherche pour être aidé à être dans l'exil de soi-même, sinon l'avortement de l'être en soi. Le conjoint, ce qu'on appelle l'amour, ça va être la recherche de ce qui va vous aider à disparaître à vos propres yeux. La ressource, il m'a aidé. Tu as raison. Elle m'a aidé. C'est son regard sur moi qui m'a sauvé. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout l'intention d'être au plus intime de soi-même et d'être réconcilié avec soi. On a toujours l'intention d'être un étranger pour soi. Et c'est la deuxième voie dont je parlais, un autre chemin, l'être et le non-être, une autre voie, un autre langage et une autre dialectique. C'est d'autres mots, c'est une autre pensée. On le reconnaît tout de suite. La pauvreté, c'est une certaine forme de silence, d'insouciance, peut-être de rire et de joie aussi. Mais en tous les cas, sa source est à l'intérieur. Et on ne regarde même pas le monde, les autres, parce qu'ils ne vous intéressent pas, mais qu'on se sent trop petit pour être un acteur, et penser qu'on puisse être un acteur qui va changer le monde, c'est bien ça, la source de la blessure et de la mutilation faite à l'être. Elle est dans l'orgueil, dans la puissance, elle n'est pas ailleurs. Alors elle se comprend, elle est issue d'une souffrance, d'une expérience émotionnelle dont on parle souvent, mais il n'empêche, c'est quand même la disparition de soi. Celui que l'on fait souffrir, c'est d'abord soi-même, en se portant sur ce qui est nécessaire aux autres et la science qu'on peut leur apporter pour se sortir d'eux-mêmes. Si on fait ça, c'est vrai ça veut dire qu'on est soi-même sorti de soi-même et que l'on n'est pas réconcilié avec soi-même. Et je pense que dans l'art, même s'il faut le nuancer, t'as raison, Hugo, eh bien, il y a cette, quand même, dimension de paix, d'intériorité, de réconciliation. C'est une intériorité, ce n'est pas une extériorité. C'est par définition l'expression d'un regard. Oui, exactement. Et on revient à la question de la gémellité. La gémellité, elle est dans le non-être parce qu'on la regarde comme une gémellité, et on peut ne pas se tromper. Dans le fond, on peut toujours dire que si deux jumeaux sont vraiment des jumeaux, eh bien c'est parce que ils sont génétiquement proches. Mais la question, par définition, elle fait du regard le centre du sujet, et non pas les jumeaux, mais l'observateur. Exactement. Et c'est ce que je dirais à ton ami, je suis très, comment dire,
motivé à le rencontrer éventuellement, je lui dirais « Où es-tu et qui es-tu » et quelle est son aliénation et son appartenance. Maintenant que son appartenance et son aliénation conditionnent la dialectique qu'il emploie, le questionnement qu'il met en place, mais la question, dans le fond, de la gémellité, c'est pas du tout la question qu'il pose. La question qu'il pose, c'est sa gémellité à lui, dans le normatif, et l'obéissance à la violence du monde. Et je dirais même que la forme qui est employée dans la lettre est l'expression d'un désir de gémellité dans un milieu cérébral. Oui. Et... Tu vas revenir à la génitale et au cérébral. Ouais. Oui, c'est évident. Et que la question, la vraie question, qui es-tu? Où es-tu? Et que veux-tu pour toi? Et je trouve que c'est la question, c'est pas que pour lui, c'est pour moi, pour toi, tout le monde a cette question-là. Est-ce que l'on va être accoucheur de nous-mêmes et qu'on va se suivre dans ce cheminement où la création a une importance, même si elle peut être déviée et pervertie? Ou est-ce qu'on va lutter pour disparaître et se sentir plus en sécurité dans le non-être et d'attendre que l'autre soit sa ressource et vous dise comment il faut que je sois. Voilà, toute la question est là. Qu'est-ce que tu veux être? Alors avec l'âge, eh bien, on est aidé beaucoup dans la pauvreté parce qu'elle se présente à vous tout le temps et que l'on perd beaucoup de choses. Mais comme dit l'Écriture, l'Évangile, qui perdra sa vie la sauvera et qui voudra la sauver la perdra. Et je sens que dans la perte de pas mal de choses, on s'appauvrit et que dans cette pauvreté-là, on se trouve soi-même. Le masque se brise, s'effrite. Oui. Et on n'a plus le choix que de se regarder dans la vérité de son visage. Alors on dirait, tu sais, dans le livre de M. Hugo, on dirait que on laisse une place d'accompagnement et de compassion à l'enfant qui pleure en soi. Et on ne veut pas l'enterrer, au contraire, on veut le réveiller. Qu'il ait un jumeau ou non. Qu'il ait un jumeau ou non. Voilà. Et bon, on se dit à une prochaine. Oui, avec plaisir. C'était sympa, je pense que... D'échanger tous les... Oui, c'est sympa. On verra si la semaine prochaine, on est en capacité de faire un épisode, parce que je me ferai opérer. Oui. Je serai dans la difficulté de l'incarnation elle-même. Et on pourrait même en faire un sujet. Oui. Il faudrait que tu trouves un remplaçant, parce que, bon, ça peut pas être pire, de toute façon. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Mais comme ton regard ne détermine pas qui je suis, voilà. Tu peux aller te faire foutre. Hugo, je te souhaite du courage. Merci. Pour cette épreuve. Et puis, on verra si on peut le faire. Sinon, ce sera la semaine différé. Voilà. Très bien. Voilà, bonjour à tous. Et au revoir à tous. Ouais, et au revoir à tous. Salut Pierre. Salut. Nous avons notre destin gravé dans notre code génétique. C'est un fait. C'est inchangeable, immuable. Je viens enfin de réaliser que la vie ne se limite pas qu'à ça. Je vous l'ai déjà dit. Je me suis intéressée aux gènes et à l'ADN parce que je voulais savoir qui j'étais, d'où je venais. Je pensais que l'analyse de mon ADN pourrait révéler qui j'étais, qui étaient mes parents. Et je pensais que cette information m'indiquerait une direction pour ma vie. Mais j'avais tort. Je n'ai rien trouvé. Et je n'ai rien appris. En fait, l'ADN ne révèle que ce qui régit le potentiel de force d'un individu, sa destinée potentielle. Il ne faut pas s'enchaîner à sa propre destinée. Se laisser dominer par ses gènes. Les humains ont la possibilité de choisir leur vie. Ce qui est important, c'est que tu as choisi la vie. Alors, vis. Ne t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai choisi de vivre. Jusqu'à aujourd'hui, je cherchais une raison de vivre. Maintenant, je vais juste vivre. Les gènes n'existent que pour transmettre nos espoirs, nos rêves vers le futur par nos enfants. Mais ils ne sont qu'une partie de nous. Nous pouvons nous connecter au futur en vivant.
La vie, c'est notre lien avec le futur. Ça marche comme ça. En nous aimant, en apprenant, voilà comment on peut changer le monde.